Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, on va parler des frites, on va parler d'exercices pour brûler du gras et on va parler de l'heure idéale pour boire son petit café, quoi. Alors, ce week-end, je vous ai proposé 6 étapes pour sortir de votre démotivation. Alors, je ne sais pas si vous traversez actuellement une période où vous avez moins envie de vous entraîner, je ne sais pas moi, peut-être même moins envie de, comment dire, de suivre votre diète. J'avais envie de vous proposer 6 étapes. Alors 6 étapes, c'est 6 domaines plutôt, parce que étapes, c'est plus vendeur, mais dans la réalité, en fait, c'est 6 domaines, 6 parts de vous-même, qui peuvent faire que si elles ne sont pas exploitées, vous n'allez pas être motivé, pardon. En fait, je vais vous lire le résumé rapidement, hein, pour que vous puissiez savoir, ce qu'il en est. Ce qui vous attend si vous avez envie d'aller voir, c'est de redécouvrir la motivation intrinsèque, de se libérer des méthodes, on va dire, très développement personnel qui sont, comment dire? Un petit peu basées sur l'enfumage de cerveau plus que la réalité de vos valeurs et de ce qui donne du sens pour vous. De comprendre les mécanismes neurocognitifs dans la motivation. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau pour que l'individu soit motivé sans avoir l'impression d'être motivé, puisque finalement la motivation c'est un truc relativement éphémère. Ce qui marche sur le long terme, c'est de plus avoir besoin de motivation, c'est-à-dire de faire des choses de manière automatique avec désir. Et c'est vers ça que je vous amène. Donc la pratique sans pression, créer un environnement propice à la motivation, sensibilité aux récompenses intrinsèques, surmonter la démotivation et la stagnation ou ce qu'on appelle aussi le plateau. Et je répondrai à 10 de vos questions sur la démotivation pour vraiment aller au bout. Donc ça dure à peu près 1h20. Vous pouvez m'écouter ou me regarder. Vous avez également pas besoin de prendre des notes puisque j'ai pris l'intégralité des notes pour vous et vous avez le petit PDF en plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous traversez une période de démotivation pour l'entraînement ou pour toute autre forme de truc en fait, hein, puisque moi c'est mon domaine, c'est l'entraînement, mais ça marche également dans les autres domaines de la vie. Vous pouvez aller voir ça, c'est directement dans les liens de ce podcast. Alors, pourquoi les frites sont meilleures que les haricots verts? Ah, alors meilleur au goût, on entend, hein. Une étude, a mis en évidence, on va dire, que notre cerveau est plus attiré par les aliments gras et salés, comme les frites, heu, alors les frites, les chips, tous ces trucs-là, que par des choix plus sains, comme des haricots verts. Alors, jusqu'ici, rien de nouveau. Quiconque, qui fait pas attention à sa diète et qui se retrouve au flunch devant le buffet à volonté, il va plutôt se resservir des frites que des haricots verts. Donc les chercheurs de l'université de Vienne ont constaté que les participants étaient influencés par l'environnement alimentaire, souvent rempli de plats délicieux mais peu nutritifs. Alors bon, c'est vrai que l'exemple des restaurants à volonté, sont les buffets à volonté, c'est magique ça, parce que c'est très rare, vous verrez, il y a très rarement des aliments sains. Il y en a un peu, mais c'est je sais même pas s'il y a un tiers d'aliments sains. Mais à votre avis, pourquoi il y a pas d'aliments sains? Ou alors très peu? Et en même temps, même quand ils sont sains, ils sont cuisinés de manière à ce qu'on les rende un petit peu désirables dans ces genres de buffets. Parce que quand vous pensez business, vous pensez économie, gaspillage. Si, sur, 100 couverts, il y en a que 20 qui vont choisir les haricots verts, la salade et les tomates, avec un peu de vinaigrette et tous les autres vont choisir, je sais pas moi, les nems, les frites, tous ces trucs-là.
vous avez de la perte. En tout cas, oui. Ou alors, faut savoir bien doser les quantités. Mais globalement, si vous avez trop de trucs qui vous restent sur les bras, ben, vous vous mettez de plus en plus à avoir des aliments que les gens veulent et pas de ceux qu'ils ne veulent pas. Deuxième chose, les gens qui veulent manger seulement, en règle générale, je dis bien en règle générale, ne sont pas des adeptes des restaurants à volonté, puisqu'ils savent que manger à volonté, c'est pas bon pour la santé. Faut pas, c'est la méthode un peu à l'oriental où on s'arrête de manger avant d'avoir complètement rempli son gosier, quoi, en gros. Donc ça sert à rien, hormis les périodes de cheat meal et tout ça. Enfin cheat meal ou repas plaisir ou repas de fête. On appelle ça cheat meal. Bon, il y en a qui aiment pas ce terme-là parce que je sais pas, ça fait trop moderne. Mais bon, ces moments-là, eh bien, c'est très rare. On verra très rarement des gens qui font très attention à leur diète. Ou alors, c'est parce que c'est décidé, c'est le moment d'y aller et tout ça, quoi. Donc, en voyant constamment ces aliments présentés comme savoureux mais mauvais pour la santé, ils associent systématiquement les saveurs agréables aux mets malsains. Alors, aux aliments crades. C'est vrai que moi, le premier, quand quelqu'un me dit mais qu'est-ce que je peux manger pour une personne qui fait pas attention à ce qu'elle mange, et je lui dis, bah, très souvent, si tu suis tes instincts, ce que tu vas désirer le plus, ce que tu vas aimer le plus, c'est ce qui sera le plus pénalisant pour toi. Contrairement à ce que la nouvelle mouvance voudrait te faire croire, la nourriture à l'instinct, elle marchait avant. C'est-à-dire avant toutes ces stimulations visuelles, marketing et tout ça, qui, eux, ont suivi nos instincts, en fait. Je sais pas si les gens prennent le problème dans l'autre sens, mais tout le marketing et tout se sont dit: «Attends, les gens, qu'est-ce qu'ils adorent? Bon, d'accord, bon, on va se servir de leur instinct pour qu'ils soient pas capables de se raisonner face à tel ou tel aliment». Et en fait, c'est comme ça que, est né, tous les produits ultra transformés et addictifs, hein. C'est juste des gens qui se sont basés sur ce qui fonctionnait, ce qui était tout dès qu'on parle addiction, en fait, l'addiction, c'est quoi? C'est une forme d'instinct devenu déraisonnable. On est attiré vers quelque chose qui est censé nous faire du bien, sauf que ça devient déraisonnable parce qu'on en abuse et en plus de ça, ce truc-là dont on n'arrive pas à se passer est souvent malsain pour nous. Donc voilà, je pense au tabac, à la drogue, à l'alcool, mais également à la nourriture transformée qui aujourd'hui, ça y est, les études le montrent, la nourriture transformée rend malade. C'est montré, il y a eu des études la semaine dernière encore, je lisais des papiers là-dessus. Enfin, ça rend malade, pas c'est toutes les maladies, mais il y a des risques de pathologie avec la nourriture transformée. Donc, on peut plus dire, ouah, c'est pas clair. Non, non, c'est clair, ça y est. Oh, ça y est, c'est tranché. On peut avancer avec ça. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire: «Est-ce que tu mets, dans les aliments transformés la farine de sarrasin au même rang que, je sais pas moi, le poisson pané?» Je te dirais non. Je te dirais non. Mais bon, dès qu'il y a transformé, déjà, tu sais que tu commences à le sol est glissant, quoi. Voilà. Bref, donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous maintenant, dès que, à force de dire, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon au goût est souvent mauvais pour le tour de taille, il y avait une expression que disait, heu, mon ancien beau-frère, c'était: «Tout ce qui brille va dans les fesses», un truc comme ça. Bon, c'était une autre façon d'expliquer le truc, mais c'est vrai que, et je crois que dans Friends aussi, il y a une expression, c'est quoi? C'est, 10 secondes dans la bouche, 10 ans sur les hanches, un truc comme ça, pour la mayonnaise ou je sais plus, ou un gâteau, enfin, je sais plus, c'est dans un des épisodes, vers les 3/4 de la série. Donc c'est vrai qu'on a associé que ce qui était bon au goût, souvent, c'est ce qui mettait en surpoids. Ça, c'est vrai jusqu'au moment où vous vous mettez sérieusement à vous occuper de votre diète et à vous occuper de vos propres goûts. C'est pour ça sur le site, ceux qui sont abonnés dans l'espace VIP, vous avez pu voir mon cours qui s'appelle Hard Reset, les goûts. Je vous recommande vraiment d'aller le voir pour découvrir vos propres goûts et de manière à ne plus avoir besoin de vous forcer à manger sainement. En fait, ça devient naturel et avec goût. Et ça, je regrette que ce soit pas, que ça n'ait pas été, éduqué, enfin enseigné, éduqué, que ça n'a pas été enseigné, assez tôt, aux gosses, quoi. Enfin, même à moi, j'aurais aimé connaître mes goûts. Alors, je sais que quand on est enfant, par exemple, l'amertume et tout, on n'aime pas trop. Mais en grandissant, on va dire, à la jeune vie d'adulte, on commence à apprécier ce genre de choses. Même à l'adolescence, beaucoup commencent à boire du café, à se tourner plus vers du chocolat noir et tout.
C'est tout pour la simple et bonne raison que les saveurs amères deviennent un petit peu plus, désirables qu'avant. Le vin rouge aussi est un bon exemple, même si, j'aime pas trop mettre le vin rouge dans les aliments sains ou les boissons saines parce que on a rapidement fait de déraper, quoi. Donc ensuite, les statistiques, donc plus les participants étaient exposés à des plats délicieux et malsains, plus ils croyaient que ces caractéristiques sont inséparables. Donc c'est intéressant, statistiquement. Hem, Si vous prenez quel et moi le premier, quand, avant que je fasse, ma perte de poids il y a plus de 15 ans maintenant, c'est vrai que, si je voulais un plat, bon au goût, c'était forcément un plat malsain et si je voulais un plat diététique, c'était forcément un plat, qui était sans saveur, fade et tout. Ce qui est ça s'est avéré totalement faux avec le temps. Mais, y le par contre, le côté malsain et délicieux, c'est plus souvent vrai que l'inverse. C'est ça la problématique, hein. Alors pour modifier, cette perception, les supermarchés, les restaurants et compagnes de communication devraient proposer et promouvoir davantage des plats sains et agréables au goût. Alors, si vous voulez que les supermarchés et tout ça, se mettent à faire ce genre de choses, alors c'était un article de Cerveau et Psycho, hein. Oui, bah, bien sûr, mais la problématique, c'est que il vous faut une matière première sur laquelle ils vont pouvoir marger à mort. Aujourd'hui, il y en a grossièrement, bon, il y a le blé où ils peuvent bien marger, il y a le sucre, il y a, je pense aussi le sel, dès qu'il y a du sel, mais bon, le sel, ça pèse pas lourd, sur le grammage de l'aliment. Hem, donc j'ai dit quoi? J'ai dit le gras un peu aussi, oui, les graisses de mauvaise qualité, mais globalement, il vous faut subventionner, au niveau, de l'État ou je sais pas comment ça se passe, un aliment sain, tout simplement et le rendre, peu cher à l'achat par les revendeurs, de manière à ce que, il soit massivement présent dans les rayons. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que même si je prends un exemple tout bête, vous vous mettez massivement à subventionner les courgettes. Ces courgettes vont servir de liant, de texturant et tout dans divers produits transformés. Si on suit le raisonnement et la logique de ceux qui pensent matrice de l'aliment, comme Anthony Fardet, par exemple, je crois que c'est ça je pense pas écorcher son nom, qui travaille où? À l'INRAE, de mémoire, c'est ça? Eh bien, peu importe la courgette, en fait, elle est complètement déstructurée. Donc, et puis en fait, avec quoi elle va être associée? Puisque, est-ce que vous feriez pas que rajouter un ingrédient peu cher et donc d'augmenter leur marge? Donc c'est toujours très, très, très complexe. Alors qu'il y a une solution toute simple, au lieu de se compliquer, c'est de promouvoir, de mettre en avant tout simplement les aliments sains, hein. Enfin, il y a pas il y a aliments sains et puis, comment dire? Rendre plus, accessible, faire plus de vous savez, moi là, je suis de plus en plus en train de me poser la question sur les jardins partagés. Vous savez, ces jardins, si vous avez pas de place pour faire un potager, ou de mettre une petite jardinière sur votre terrasse. Alors moi, il faudrait que j'en remette une là, que je remette les tomates, mais j'ai déménagé, fin 2023, donc j'ai pas pris le temps encore de le faire. Mais je suis de plus en plus en train de penser aux jardins partagés parce que c'est vrai que c'est souvent très agréable. J'en ai un pas loin de chez moi et je vais me renseigner un petit peu. J'avais déjà fait le calcul, c'était déjà intéressant, mais il y a aussi le plaisir de cuisiner des choses saines, quoi. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais ça coûte pas moins cher que» alors peut-être que ça coûte pas moins cher, mais la première chose, c'est que vous allez faire pousser ce que vous avez envie d'avoir. Vous allez pouvoir contrôler exactement ce que vous allez mettre dedans. Alors évidemment, est-ce que ces sols dans les jardins partagés, c'est gage de bio et tout? Je pense pas. Mais il faut voir, faut voir. Voilà. Mais j'y pense moi, personnellement. Je sais pas vous, mais dites-le en commentaire si vous allez dans ce genre de jardin partagé. Ensuite, l'exercice intense, est-ce que ça fait brûler plus de graisse chez les hommes que chez les femmes? Donc ça, on va voir. Il y a une étude, donc mais c'est pas une étude, c'est un rapport qui a été publié dans Nature Métabolisme, qui montre que l'exercice intense fait brûler plus de graisse chez les hommes que chez les femmes. Désolé. Les hommes éliminent plus efficacement la graisse que les femmes qui préfèrent la recycler pour préserver leur santé reproductive.
D'après une analyse menée sur des rats. Alors, bon, est-ce que les rats et les femmes et les rats et les hommes sont pareils? Je ne sais pas, mais en tout cas, si les scientifiques le font, c'est pas par hasard. Donc les chercheurs ont noté des différences marquées dans des niveaux de protéines et d'autres molécules impliquées dans la combustion des graisses. Donc l'étude a analysé 18 types de tissus ainsi que du sang et a trouvé que 35 000 molécules sont affectées par l'exercice. Donc la graisse chez les mâles devient plus métaboliquement active, ce qui les aide à réduire leur masse graisseuse. Enfin, métaboliquement active, ça veut dire qu'elle est plus facilement mobilisable, hein. Alors que les femelles conservent la leur. Toutefois, les deux sexes voient leur graisse s'améliorer sur le plan métabolique. Les chercheurs prévoient désormais d'étendre ces travaux à plus de 1500 personnes, utilisant ces résultats comme base pour comprendre l'impact de l'exercice sur les humains. Donc, première chose, la... pourquoi cette histoire de santé reproductive? Eh ben pour la simple et bonne raison que vous avez dû remarquer que les femmes qui ont fait des régimes poussés, qui m'écoutent, que plus vous serrez la vis sur le régime, plus votre taux de graisse descend, moins vous avez de chances d'avoir des règles, ou moins vos règles sont abondantes. En fait, vos hormones, les hommes c'est pareil, mais chez les femmes c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de red flag, de drapeaux rouges pardon, que chez les hommes. Et c'est vrai que là où nous, on va plutôt, nous les hommes, hein, on va plutôt voir de manière marquée une baisse de la libido, et encore pas dans toutes les sortes de, et pas chez tous, et pas dans tous les types de régimes. Et d'ailleurs, il faudrait que j'y pense de vous dire un truc par rapport à ça. Mais donc nous, le marqueur, ça va vraiment être la libido ou l'érection matinale, par exemple. Pour les femmes, ça va vraiment être l'arrêt des règles ou la diminution du volume des règles et l'infertilité. Donc c'est vrai que... Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que si vous n'êtes pas capable de subvenir à vos propres besoins, donc n'oublions pas que la graisse, c'est notre frigo et nos placards qu'on transporte partout avec nous en cas de période de famine. Si vous n'en avez pas suffisamment pour faire fonctionner votre propre corps, comment voulez-vous accueillir un bébé dans votre corps? Donc c'est logique que le corps des femmes, que l'organisme féminin ait des stratégies pour essayer de décourager cette libération de tissus adipeux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus adipeuses que les hommes. Vous avez bien regardé qu'un taux de gras bas chez une femme, on va être juste en dessous de 20. Chez les hommes, ça va être autour de 10 ou entre 8 et 10, quoi. Entre 8 et 12, on va dire même. Donc il y a vraiment cette différence-là, quoi. Et pourquoi? Ben, en partie pour ça. N'oublions pas également que le tissu adipeux est un réservoir hormonal. Beaucoup de personnes pensaient que le tissu adipeux était voilà, du tissu qui ne servait à rien, inerte. Faux. Le tissu adipeux sécrète des hormones, sécrète également des formes de protéines, les adipokines, voilà, bon bref. Et je pense qu'on en est qu'au début par rapport à ça dans le tissu adipeux. On sait par exemple que la leptine, donc ce qui permet de réguler la faim, c'est le tissu adipeux. Donc quand vous êtes dans les normes, ben ça fonctionne bien. Quand vous en avez trop ou trop peu, c'est dysrégulé. Donc du coup, enfin, voilà quoi. Et d'ailleurs, beaucoup de troubles du comportement alimentaire peuvent être en partie résolus par une faible remontée du tissu adipeux. Il y a d'ailleurs des expériences qui ont été faites, donc dans des études, je ne sais plus si c'est chez l'homme ou chez l'animal, mais je pense que c'est chez l'animal pour commencer, de greffe de tissu adipeux chez des personnes qui souffrent par exemple, d'anorexie assez fort. Donc bref, alors qu'est-ce que je voulais dire déjà par rapport à ça? Je sais plus. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, il faut pas que j'oublie de vous dire, vous savez, il y a la grande mode aujourd'hui ça revient à la mode, ça s'en va, ça revient, etc. Mais là, ça commence à revenir un petit peu plus. C'est le génome, de faire des tests de son génome pour savoir quelle alimentation pourrait être, selon les gènes que l'on transporte, ça permettrait de savoir un petit peu si
comment orienter son alimentation? Est-ce qu'on peut manger du gluten? Est-ce qu'on devrait manger plus gras que glucidique, et cetera, et cetera. Bon, il y a des choses qui pourraient aller dans le sens de ça, de manière, enfin, par exemple, si vous avez un gène, vous savez que vous avez de fortes chances d'avoir un diabète de type 2. Vous avez tout intérêt à faire attention, à préserver votre pancréas, à essayer de modérer votre alimentation pour pas, faire de résistance à l'insuline. Enfin voilà, essayer de faire comme il faut. Donc on va travailler avec les glucides, avec les graisses de mauvaise qualité pour essayer de manger plus sainement tout simplement pour éviter ça, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y en a qui réagissent plus ou moins bien à certaines choses et ces prédispositions. Avant, on pensait que c'était l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Aujourd'hui, on sait que, ce phénomène de hasard est de plus en plus, heu, enfin, c'est faux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a si on était capable de cartographier l'intégralité de nos gènes, de manière cohérente et accessible à tous, on pourrait donner à la fois des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. C'est ça la grosse problématique, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que, par exemple, s'il y a des pathologies pour lesquelles on n'a pas de traitement aujourd'hui, qu'on vous dit, à coup sûr, vous avez 90% de chances de faire, une maladie, incurable. Bon, ça vous flingue votre existence, même si vous savez qu'en général, ça se déclare entre 40 et 50, vous savez que votre espérance de vie, elle est quand même fortement réduite. Donc ça vous flingue le moral assez tôt dans la vie, quoi. À l'inverse, si on vous le dit pas, vous vivez heureux et pleinement. Peut-être que vous avez des mauvais comportements qui vont la faire se déclencher plus tôt, mais au moins vous avez vécu votre vie de manière vous avez vécu votre enfance de manière insouciante. Enfin voilà, bref, vous avez compris. Vous avez été capable d'être heureux avant le malheur. À l'inverse, vous pouvez dire: «Ouais, mais bon, si c'est une maladie qui est entre guillemets "curable", on peut dire à la personne d'avoir si elle a ce mode de vie X, elle le déclenchera jamais. Si elle a ce mode de vie Y, elle aura de fortes chances de déclencher cette pathologie. Donc en fait, ça devient presque de la non-assistance à personne en danger, quoi. Et c'est là où ça devient très problématique. Et il y a une autre chose qui se rajoute, notamment en France, c'est pour ça que c'est illégal, enfin en partie pour ça que c'est illégal de faire des tests ADN et tout, des gènes, machin, c'est que aujourd'hui ce sont des sociétés privées qui, du coup, s'emparaient de votre génome et donc qu'est-ce qu'ils en font après? Je crois qu'en France, c'est pas autorisé, c'est passible de lourdes amendes et donc voilà, donc les gens, en règle générale, le font à l'étranger, quoi, hein. Et bon, ceux qui l'ont fait, l'hypothèse qu'il y a en ce moment, c'est que ceux qui l'ont fait à l'étranger, qui sont allés le faire là-bas, bon, ou même les pays dans lesquels c'est, démocratisé, et légal et tout ce qu'on voilà, eh bien, toutes les pathologies qui sont fortement dépendantes du mode de vie et de l'alimentation, vous allez me dire toutes, mais il y en a plus que d'autres quand même. Et bien, surtout de l'alimentation, ils se sont rendus compte qu'avec telle alimentation, plutôt, basse en glucides, c'était mieux, d'autres, pas besoin. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Et ça, moi, je me suis dit, il y a quand même une chose qui m'a toujours paru étrange, c'est la façon dans laquelle on vit, comment dire? On supporte tel ou tel régime. Moi, par exemple, si vous me donnez une diète très pauvre en graisse, avec des glucides à hauteur, raisonnable, donc c'est-à-dire au-delà de 150 grammes par jour, donc quelque chose de largement tenable, par l'organisme, même avec des protéines, suffisamment de protéines et tout, un, je vais être adipeux. C'est-à-dire que mon tour de taille va être plutôt épais, donc j'ai l'impression même de faire de la graisse viscérale. D'avoir du tissu adipeux, sous-cutané, un petit peu une épaisseur de peau, j'aime pas, c'est pas la peau qui épaissit, c'est la rétention d'eau plus la graisse sous-cutanée, donc d'avoir ça. Heu, j'ai ma peau, donc la qualité de ma peau, je ressens que j'ai plus souvent des irritations. Quand je transpire, des fois, ça peut me faire des rougeurs et tout. Je sens que et je vous parle pas forcément de gluten, hein, je vous parle juste de glucides. À l'inverse, si je sers et en plus de ça, je ressens le besoin de graisse quand je suis dans cette approche alimentaire-là. C'est pour ça souvent que je suis attiré par un morceau de viande grasse ou enfin voilà. À l'inverse, quand je fais une approche alimentaire
qui se rapprocherait de la diète cétogène, mais sans tomber en cétogène brut, parce qu'aujourd'hui, la mode de la diète cétogène, elle est complètement fausse. Les gens vous prennent pour des abrutis, hein, je vous le dis honnêtement, parce que c'est pas du tout une diète cétogène qu'ils font. D'avoir autant de protéines qu'ils ont, c'est pas une diète cétogène. Une diète cétogène, c'est beaucoup de graisse, pas de glucides, donc pas de glucides dans l'absolu, et parce qu'il y en a toujours un peu contenu dans ce qu'on va manger, mais je crois que il faut bien en dessous des 50 grammes, enfin, faut jamais dépasser les 50 grammes. Après, ça diffère en fonction des gens. Il y a des gens qui sont capables de rentrer en cétose beaucoup plus vite que d'autres, avec plus de glucides que d'autres, mais bon, bref, vous avez compris. Il y a aussi ce que vous faites de votre journée. Des protéines. Les gens aujourd'hui en mangent trop, en fait. Ceux qui se disent faire la diète cétogène, ils ont trop de protéines. Donc, ils vont fabriquer du sucre à partir de leur prot. Mais par contre, il y a la vraie, c'est diète cétogène, c'est avec pas trop de protéines. Bref, donc moi je fais pas une diète cétogène, je fais plutôt une diète très pauvre en glucides avec suffisamment de protéines. Donc forcément, j'en convertis une partie en glucides, vous allez me dire, mais le but étant de pas en manquer, surtout pour la synthèse des protéines musculaires. Quand je fais ce genre de diète, et je suis en plein dedans, puisque je vous ai partagé un mail, l'été arrive bientôt, donc c'est le régime que je fais toute l'année, hein, enfin pas toute l'année, toutes les années, quand je souhaite m'affiner un peu pour les beaux jours, je fais toujours la même diète depuis des années, elle fonctionne, je vois pas pourquoi je changerais. Eh bien, moi j'ai aucun problème, ni de libido, ni quoi que ce soit. Et pourtant, des fois, je descends très très bas. Et donc, c'est là où je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas des petits, quand on est vraiment à l'écoute de son corps, des indications qui disent, mais toi, cette diète-là, là où certains verraient leur libido tomber au fond de leurs chaussettes, toi, t'as pas de problème, en fait. Donc, alors, évidemment, à ces gens-là, faut pas leur proposer. Mais ceux qui se retrouvent dans ton profil, plutôt adipeux, qui ont du mal à perdre leur poids, qui, quand ils mangent des glucides, même un peu, ils se rendent compte qu'ils grossissent assez vite et tout, eh ben, peut-être que c'est ces gens-là qu'on peut aider. Enfin, moi, c'est pour ça que quand je l'ai proposé il y a déjà quelques années de ça, ça a beaucoup marché parce qu'il y en a plein qui se sont dit, enfin, je trouve un truc qui fonctionne sur moi, quoi. Qui n'est ni un truc trop extrême, ni un truc complètement farfelu, sorti de nulle part, où genre on mange un repas par jour ou je sais pas quoi, qui ne sont pas des diètes muscu en fait. Moi, c'est une diète sport muscu quand même, hein. Je dis pas que manger un seul repas par jour, c'est farfelu, peut-être pour la santé ou pour la survie ou j'en sais rien, mais pour la musculation, quand on cherche à conserver le maximum de viande, donc de masse musculaire, quand j'entends viande, c'est la masse musculaire, hein, je pense pas que ce soit souhaitable, quoi. Hem, donc ce fameux régime dont je parle, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais vous l'avez en note de podcast, hein, vous allez voir, c'est ma diète de sèche, tout simplement, vous trouverez. Bref, la caféine, un allié matinal pour booster les performances sportives. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc il y a une revue récente qui s'est penchée sur l'impact de l'heure de la journée sur les effets ergogéniques de la caféine. Donc les chercheurs ont découvert que la caféine améliore la performance sportive du matin en atténuant les baisses de performance liées au rythme circadien. Donc, en gros, le matin, quand vous avez la tête dans le cul, si vous êtes un sportif et que vous êtes plutôt pas trop du matin, vous avez un peu du mal à émerger, ça veut dire que vous souffrez souvent d'une inertie du sommeil un peu plus importante et que vous êtes peut-être un profil plutôt du soir que du matin. Eh bien, si on vous impose de faire une compétition dans la matinée ou de vous entraîner dans la matinée, le café pourrait être profitable il est profitable pour tout le monde, mais chez vous, ça pourrait bien vous aider. Les chercheurs ont découvert que la caféine améliore la performance sportive le matin, etc. Et les athlètes expérimentés bénéficient d'une amélioration de 2,3% lors d'exercices en matinée, alors que la caféine n'améliore pas les performances en soirée. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous gagnez, ceux qui sont expérimentés, hein, comme vous et moi, on fait du sport régulièrement, eh ben on peut gagner un peu en perf le matin, le soir non, parce qu'en général on a notre pic de forme en fin de journée. Donc, pour des doses de 3 à 6 mg, alors milligrammes, hein, n'entendez pas grammes, hein, faites pas des conneries, hein, 3 à 6 mg par kilo de poids de corps et par jour, donc c'est ça la dose qui a été faite pendant l'étude, là, s'avèrent les plus efficaces. Donc, les mécanismes impliqués comprennent l'inhibition des récepteurs de l'adénosine. Alors, les récepteurs de l'adénosine, dites-vous une chose, c'est que l'adénosine, c'est que plus vous allez l'accumuler, plus vous allez augmenter votre niveau, enfin, votre fatigue. Et la caféine, en fait, elle vient se mettre devant ces récepteurs à l'adénosine, ça bloque en gros, hein, je schématise. Du coup, vous ressentez pas la fatigue.
Ce qui explique pourquoi vous avez des crashs de caféine, ce qu'on appelle les crashs caféiques ou crashs caféinés. C'est quand vous avez eu la pêche pendant 1 heure ou 2 après votre booster ou votre double expresso, et d'un coup vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais une hypoglycémie? J'ai l'impression que je vais m'évanouir et tout. Ben c'est en fait c'est tout simplement que vous avez ce relargage d'un coup, les récepteurs ils peuvent recevoir l'adénosine et ben, vous ressentez la fatigue réelle que vous avez. Il y a plus de caféine pour. Alors d'un côté, est-ce que ceux qui font des crashs sont pas ceux qui métabolisent très rapidement la caféine puisqu'elle sort rapidement s'il y a un crash? Je sais pas. Mais c'est peut-être une piste à explorer. Donc ça peut restaurer les niveaux de performance à celui atteint en soirée. Donc c'est ça, de consommer de la caféine le matin, ça pourrait vous permettre d'avoir le même niveau de perf que vous ressentez le soir. Donc souvent les sportifs, souvent de force, se disent mon pic de forme est dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Ben là, avec la bonne dose de caféine dans la matinée, vous pourriez bénéficier de ce même niveau de force, de force et de forme. En fait, il y a l'inhibition de l'adénosine et aussi la libération accrue de calcium musculaire. Alors, vous le savez, le calcium le calcium, quand il est libéré, il participe à la contraction, donc au niveau des muscles. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, cette prise de caféine du matin, inhibition de la fatigue, en gros, et libération et augmentation de la contraction musculaire. Donc, calcium et adénosine. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, ces résultats suggèrent de la consommation cela peut être dû à une réponse accrue du système nerveux central ou à des variations du métabolisme de la caféine. Bon. Je vous ai mis de toute façon tous les liens, également pour les sujets précédents, dans les notes de cet épisode. Revenons à cette démotivation. Il y a une chose que je vais vous dire là maintenant tout de suite. Aujourd'hui, on est totalement surinondé, mitraillé alors vous allez me dire, il enfonce une porte ouverte, de sujets, de stimulation, enfin bon bref. Vous savez, j'appelle ça moi le zapping des réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai des souvenirs à la période des fêtes de fin d'année, Heu, ou même quand, le samedi soir, il y avait une soirée entre copains qui tardait un petit peu, et vous savez ces soirées de couple qui traînent un petit peu dans les appartements. Donc retour dans les années, W9, Énergie 12 et tout ça, donc on va dire, les années entre 2000 et 2010. Donc avant l'arrivée massive des réseaux sociaux et des smartphones, on va dire avant 2007, avant l'arrivée de l'iPhone. Pour ceux qui sont d'âge d'avoir vécu ça. Eh bien, il y avait en fin de soirée, pour meubler un petit peu, des fois, quand tout le monde bâillait un peu trop, on mettait le zapping. Donc le zapping d'Énergie 12 ou de W9 ou de je sais pas quelle chaîne. Ou également, vous savez, durant les fêtes de fin d'année, il y avait ce zapping qui faisait rire tout le monde. Ils ont disparu aujourd'hui. Et pourquoi ils ont disparu, ces émissions de zapping aujourd'hui? Parce qu'en fait, quand vous êtes en train de regarder TikTok ou les shorts YouTube ou les shorts Instagram, vous êtes en train de vous regarder un zapping qui correspond plus ou moins à ce que vous aimez, puisque l'algorithme fait en sorte de vous balancer des trucs qui restent attirés, qui vous laissent aimanter à votre écran. Rappelez-vous, à l'époque déjà, le zapping, c'était assez difficile de s'en détacher. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile de se détacher. J'ai essayé là depuis quelques temps, là, vous pouvez aller voir, j'ai un compte TikTok. Alors j'ai personne dessus, je viens de le lancer. Bon, voilà, je mets juste des vidéos dessus. Mais j'ai mis un TikTok et j'ai essayé de vous regarder un petit peu comment fonctionnait l'application. En fait, ça vous dévore du temps à vitesse grand V. Et la problématique de ça, c'est que on n'est pas habitué, on n'est pas préparé, on n'est pas fait pour autant d'informations dans un court laps de temps à digérer. Parce qu'à chaque fois qu'on balance 15 secondes d'une information, vous devez la traiter, la stocker. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est important pour ma survie, etc. Alors vous en rendez pas compte, mais il y a des choses qui se passent dans votre cerveau. Et de balancer autant de choses à la seconde, enfin à la minute plutôt, quand vous vous retrouvez face à quelque chose de plutôt passif, comme la nature, comme une séance de sport sans musique par exemple,
eh ben, vous pouvez vous dire: «Oh, je suis pas très motivé, quoi». C'est quoi le petit coup d'électricité qui pourrait me donner envie? Ben, en fait, la problématique, c'est que avec les réseaux sociaux, vous êtes un peu sous coke ou sous exta. Et quand vous vous retrouvez dans la vie réelle, la vie est un petit peu plus vin rouge, quoi. C'est un peu plus doux, c'est un peu moins excitant. Et c'est une problématique parce que votre corps, votre santé, elle se passe dans le vrai monde. Elle se passe pas dans le monde virtuel. Et il faut ces problèmes de motivation, justement, et il faut comprendre qu'il y en a qui ont compris comment vous motiver. Vous motiver à aller voir leur contenu sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux eux-mêmes ont compris comment vous garder motivé à les consulter. Et ça, c'est malheureux, mais à un moment donné, il faut être capable de se dire que c'est malsain. Alors moi, j'y arrive, hein, puisque dès que je me sens mal, en fait, quand je regarde 2-3 vidéos de ce genre de choses. Je me dis après, mais oh là là, mais si on se laisse aller, c'est un tourbillon, ça nous aimante, ça nous conserve. En plus, c'est fait pour nous séduire. C'est terrible. C'est un peu comme les sirènes. On n'est pas capable de résister à l'appel des sirènes, quoi. Et c'est exactement ça. Et la première chose pour se motiver, c'est pas de faire. C'est pour ça, un des conseils que je vous donne en bonus, c'est pas de faire quelque chose supplémentaire, c'est d'arrêter de faire quelque chose qui vous bouffe votre motivation. Et ça, limitez votre temps au maximum. Bloquez-vous, mettez-vous des bloqueurs. Je crois qu'on est à peu près à 3 heures d'écran par jour, hors boulot. Punaise, en 3 heures, tout ce qu'on peut faire. On peut bien cuisiner, on peut faire une super séance de sport. Enfin, je veux dire, on peut faire tellement de choses. Mais non, on les offre à des gens qui, en fait, ça n'apporte rien. Sauf à eux de l'argent. Donc, en fait, on rémunère des gens pour qu'ils nous bouffent notre cerveau. C'est quand même triste. Enfin, je sais pas, mais bon. Bon, si vous voulez en savoir plus sur la démotivation, allez voir le lien que je vous propose dans les notes de cet épisode. Sinon, pour finir sur une note positive, les beaux jours arrivent, les températures remontent, ce qui veut dire que votre corps va se mettre à un peu plus transpirer, à se dire tiens, c'est pas forcément utile de conserver ce manteau graisseux que j'ai. Donc c'est une très bonne période pour vous pour enclencher une perte de graisse. Donc de libérer un petit peu votre corps de ce qui a été accumulé durant les fêtes. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, pour vous dire simplement, je coupe les glucides, je mange des protéines à ma faim, je mange des légumes à ma faim, je conserve mes 3 petits carrés de chocolat noir, donc ça fait à peu près 30 grammes par jour de chocolat noir à 95%. Je bois suffisamment d'eau, je bois du thé, du café, et voilà. Donc c'est pour ça, et avec ça, je sèche bien. Alors les répartitions et tout, je vous les ai mises dans le programme, mais en gros, moi, je fais ce genre de choses-là, ça marche super bien. Pour moi, je précise encore une fois, nous sommes tous différents. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.